Qui est la génération djihad en Europe? C'est le grand angle de ce vendredi 29 janvier. Portrait robot du djihadiste européen, à quoi ressemble-t-il? Hakim El Karoui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'islam et vous apportez des réponses dans Les militants du djihad, portrait d'une génération chez Fayard avec l'historien Benjamin Odaillé. Vous avez reconstitué le parcours de 1460 djihadistes européens. 700, la moitié sont français, le reste, 760 sont britanniques, allemands et belges. À quoi ressemble le portrait robot du djihadiste européen? Il ressemble finalement un peu à ce qu'on attendait. L'intérêt de ce travail, je crois, c'est de voir les choses vues d'hélicoptère. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait des djihadistes, on parlait des cas. Éventuellement, certains, on avait vu 20, 30, 40. Là, en fait, malheureusement, d'une certaine manière, on avait le nombre pour avoir une approche quantitative, statistique et puis globale. Et qu'est-ce qu'on voit? Très grande homogénéité. D'abord de l'âge. Ils s'engagent tous à 25 ans en moyenne. Et les pays européens, c'est France, Allemagne, Grande-Bretagne et Belgique. Ils viennent tous, à part les Britanniques, du même milieu. Ce sont des habitants, des quartiers pauvres, des grandes villes. Ils sont très souvent d'origine, pour les Français, maghrébine, pour 50-60% des cas, avec 25 à 30% de convertis. Et puis enfin, ils viennent d'un tout petit nombre de communes. La moitié d'entre eux, en France, 700, viennent de 12 communes. Donc très très forte homogénéité de l'âge, de l'origine sociale et puis de l'origine géographique. Et ça ne vous a pas surpris cette homogénéité? Si, ça m'a surpris parce que c'est l'image qu'on en a en fait, le jeune des quartiers populaires d'origine maghrébine. Mais en fait cette image-là est vraie. Après, il faut regarder d'une certaine manière en sens inverse comment comprendre le phénomène. Il y a un côté déterministe puisque en fait ils sont à peu près tous pareils. Je parle de 90% des cas. Mais on peut aussi être optimiste, parce qu'on peut se dire, en fait, ils sont 400 000 comme ça en France, à peu près, dans cette catégorie. Et puis, il y en a, allez, 10 000 au maximum, qui ont succombé aux sirènes djihadistes, ou qui pourraient y succomber. Donc c'est un tout petit pourcentage. Mais malgré tout, ça permet de comprendre le phénomène et puis après de se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors on va venir à cette question-là évidemment. Mais une question avant ça. Est-ce qu'il y a des différences par exemple? Il y a une homogénéité, mais est-ce qu'il y a quand même des différences entre deux pays comme la France et la Belgique, liées peut-être à leur politique aussi? Oui, il y a des différences. Il y a moins de femmes djihadistes en Belgique qu'en France. En France, c'est 20% du total. Comment ça s'explique? Il y a moins de convertis aussi en Belgique qu'en France. Dans les deux cas, ça s'explique probablement par le fait qu'en France, il y a plus de brassage social dans les quartiers pauvres. En Belgique, il y a une très très forte homogénéité des origines. En gros, les Marocains et les Turcs. En France, on a des immigrés, ou des enfants d'immigrés qui viennent de beaucoup de pays. Et puis, il y a aussi une dynamique d'intégration qui est différente. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait moins de femmes djihadistes en Belgique, c'est d'une certaine manière la preuve qu'elles ont moins voix au chapitre, parce qu'il faut sortir de sa communauté, d'une certaine manière. Et ça veut dire aussi qu'elles sont plus enfermées dans le système traditionnel. En France, ce qu'on voit, et c'est d'ailleurs le cœur du sujet, c'est on a des jeunes qui sont en train de passer d'une culture à une autre. Et là, il y a un grand moment d'acculturation, de désaffiliation. C'est-à-dire des jeunes qui ne se reconnaissent pas aussi dans leur pays, dans le pays dans lequel ils vivent. Et est-ce que ça veut dire, par ricochet, que le pays dans lequel ils vivent ne leur propose pas de projet de société qui leur convienne? Alors, il y a une autre enquête, Théo, de l'INSEE, qui dit qu'il y a 40% des enfants d'immigrés, 40%, qui ont le sentiment qu'on leur dénie leur francité, leur identité française. Quand bien même ils sont nés en France, français. Oui, c'est un problème d'identité alors? Il y a un problème d'identité. Et vous savez, l'intégration à la française, c'est un parcours. C'est un parcours entre la culture d'origine et puis l'intégration totale à la culture française. Et ça passe par une forme... la première étape, c'est l'acculturation. Vous allez quitter votre culture d'origine. Ce qu'on voit très bien quand on suit le mouvement religieux. Ces jeunes, ils n'ont pas la religion de leurs parents. Dans 90% des cas, on a constaté une rupture spirituelle. Ils ont changé de religion. Les convertis, évidemment, mais même ceux qui étaient musulmans, ils ont quitté la religion de leurs parents pour aller vers le salafo-djihadisme, qui est une religion, d'une certaine manière, différente. Certaines lectures de l'islam, etc. Donc, il y a un mouvement de désaffiliation. On n'est plus lié à l'affiliation paternelle, culturelle, et on n'est pas encore reconnu comme un Français comme un autre. Et dans cet espace-là, il y a de la place. Il y a de la place. Cette place, elle est proposée par les islamistes en général, qui disent « mais ton identité, c'est musulman ».
Mais par contre, tu vas pas être musulman comme tes parents, parce que c'était des mauvais musulmans, et en plus, ils ont été humiliés, colonisés, exploités. Tu vas avoir un islam d'affirmation, de revendication. Et dans certains cas, ça dégénère et ça va jusqu'au passage à la violence. On comprend qu'il y a une crise d'identité, mais qu'est-ce qui est le déclencheur, en fait ? Alors ça, c'est compliqué de savoir parce que nous, à l'échelle où on était, on n'a pas interrogé les gens, on a regardé leur parcours. Ce qu'on a constaté, c'est que les djihadistes, c'est deux catégories de personnes. C'est les terroristes, ceux qui sont passés à l'acte, qui ont commis des attentats. Mais c'est aussi ceux qui ont rejoint des associations de malfaiteurs terroristes. En gros, les départs en Syrie. Et là, on voit deux différences. Les terroristes, ils sont dans la violence depuis longtemps. Ils sont déjà dans la violence, dans la délinquance, etc. Les djihadistes, en fait, c'est des jeunes des quartiers populaires comme les autres. Ils ont plutôt un niveau scolaire pas mauvais, un niveau d'insertion socio-professionnelle qui est un peu plus bas, mais qui a l'image des difficultés d'insertion des jeunes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les djihadistes, ceux qui sont partis en Syrie, c'est vraiment des jeunes comme les autres. Après, pourquoi ils sont passés à l'acte ? Beaucoup, parce qu'ils sont rentrés, et c'est l'autre élément essentiel, dans le système de propagande. Oui, parce qu'il y a des recruteurs, ça c'est aussi ce que vous constatez dans tous les pays observés, le recrutement est orchestré par les anciens du djihad, eux savent comment aller les chercher. C'est-à-dire qu'il y a des générations. Avoir des jeunes dans un quartier populaire travaillés par les changements religieux et par l'islamisme depuis longtemps, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un individu qui va convaincre quelques autres individus de rejoindre le djihad. Et ça se fait aussi avec un très grand appareil de propagande sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux tout seuls, en fait, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une personne physique. Et cette personne physique, elle ne vient pas de la mosquée. Ce n'est pas les imams. C'est des gens qui sont à l'extérieur des mosquées, qui sont dans les quartiers, qui ont de l'influence, qui ont été eux-mêmes peut-être djihadistes, qui ont pour certains un bagage religieux important et qui vont avoir de l'autorité. Et qui ont les arguments. Et qui ont les arguments, voilà. On parle souvent du rôle de radicalisation en prison. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Je le constate pour la génération d'après, malheureusement, parce qu'il va y avoir une génération d'après. Sur cette génération Syrie, d'une certaine manière, en fait, ils étaient très peu nombreux en prison. Et les volumes ont été extrêmement importants parce que Daesh a eu un effet d'amplificateur du phénomène qui avait commencé dans les années 2000, extrêmement majeur. La prison, c'est plutôt pour la génération à venir. Aujourd'hui, il y a 1300 détenus considérés comme radicalisés en prison, 500 terroristes et 700-800, ça dépend, radicalisés. Mais il n'y a qu'un quart des radicalisés qui ont été radicalisés en prison. Donc, c'est pas vrai que la prison est l'ENA du terrorisme, comme on a pu le dire. Par contre, en prison, on a toutes les générations. La génération des quartiers, la génération de la Syrie, la génération de la prison. Et là, on a un bouillon de culture qui est extraordinairement dangereux. Le projet de loi confortant les principes de la République, auparavant baptisé séparatiste, arrive lundi devant les députés français. Est-ce que c'est une réponse adaptée sur la base du constat que vous faites ? C'est utile. Ça ne va pas régler le problème. C'est utile parce qu'en gros, cette loi, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de mieux entraver la diffusion du phénomène, de mieux contrôler les associations, de mieux contrôler les mosquées, d'avoir aussi des outils pour pouvoir agir plus rapidement, soit pour contrôler les élus locaux, soit pour contrôler l'activité elle-même des associations. Mais en fait, c'est comme si on travaillait contre les djihadistes, mais pas contre le djihadisme. Le djihadisme, c'est une idéologie. Ça ne s'interdit pas. C'est pas une organisation. Et l'islamisme, de façon plus générale. Et pour ça, il faut être, d'un côté, il faut que la promesse républicaine soit plus efficace, plus valide. Le gouvernement annonce aujourd'hui 3 milliards d'euros d'investissement supplémentaires dans les quartiers populaires. Ça, c'est un outil qui est très utile. Et puis l'autre sujet absolument essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait un discours sur l'islam alternatif de celui des islamistes et des djihadistes. Porté par qui ? Parce qu'on voit bien au sein des instances, mais on voit bien qu'au sein des instances, de certaines instances musulmanes, on se tire la bourre, on n'est pas d'accord. Alors qui pour porter ce message ? Et puis on dit ceci n'est pas l'islam. Malheureusement, c'est une partie de l'islam. Et ça, on peut pas le nier. Qui doit le faire ? C'est pas les institutions. C'est des individus qui doivent considérer, des Français de confession musulmane, qui doivent considérer que c'est leur responsabilité, que c'est leur combat, que c'est aussi, d'une certaine manière, très dangereux pour eux. Pardonnez-moi, vous parlez d'un imam dans une mosquée qui peut se faire le porteur de ce... Vous savez, c'est l'action sociale. Que font les islamistes ? De l'action sociale, de l'aide à la parentalité, de l'aide aux devoirs, de l'aide aux cours d'arabe, etc. Il faut qu'il y ait un engagement social de musulmans, mais laïques.
qui ne vont pas revendiquer leur religion, qui vont apporter un service. La force des islamistes, c'est qu'ils ont remplacé l'Église catholique et le Parti communiste. Et puis après, il faut être sur les réseaux sociaux, sur le sujet religieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a 90-95% du web, des réseaux, quand on parle d'islam, on tombe sur des pages salafistes. Et ça, il faut produire. Et le rôle de l'État, c'est pas de faire. Ça, c'est pas son rôle. Par contre, il peut aider à faire faire. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs lectures, que si le djihadisme est une idéologie, il faut pouvoir proposer d'autres lectures. Quelles lectures ? Vous savez, il y a tout un courant qui existe maintenant de lecture historique et critique des textes religieux musulmans. C'est avec ce courant qu'on peut mettre en perspective la religion et la modernité occidentale. Si on n'est pas capable de comprendre le contexte de la révélation, si on n'est pas capable de comprendre pourquoi il y a eu ensuite telle ou telle interprétation, si on a une approche littéraliste de faits qui ont eu lieu au 7e siècle, en fait, on est forcément dans le conflit. Donc il faut être capable de prendre du recul. Ça veut dire qu'il y a un très grand travail à faire sur les textes pour les interroger. Il y a des imams en France, il y a des historiens, il y a des intellectuels qui font ce travail-là. Il faut les utiliser, il faut les mettre en valeur. Et c'est leurs interprétations qui doivent être aujourd'hui diffusées sur les réseaux sociaux notamment. On parle toujours, quand on parle de djihadisme, de salafisme, on parle toujours d'une minorité. On s'attarde beaucoup sur une minorité. Qu'est-ce qu'on fait pour la majorité des musulmans ? On ne fait rien pour une raison simple, c'est que quand les trains arrivent à l'heure, on n'en parle pas, et tant mieux. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut dire à la majorité des musulmans, on a besoin de vous. On ne gagnera pas ce combat sans vous. Parce que c'est pas qu'un sujet de répression, c'est pas qu'un sujet législatif. C'est vraiment un sujet de débat d'idées, d'une certaine manière, de débat d'interprétation. Et si vous, musulmans intégrés, éclairés, vous ne portez pas votre vision de l'islam, si vous ne la faites pas connaître à cette jeunesse qui est dans cette déshérence identitaire, en fait, les autres, avec leurs kits de communication qui sont très bien faits, ils vont continuer à mener le combat et à le gagner. Pour conclure, comment vous voyez le risque djihadiste en Europe dans les années qui viennent ? Il faut dire la vérité, il est important. Il peut se matérialiser de deux manières. Il y a le djihadisme idéologique, qui n'est pas forcément violent, mais qui se diffuse avec une vision du monde totalement construite. Et là, on est dans le séparatisme. Et puis, il y a un autre djihadisme de groupes armés qui a perdu d'une certaine manière ces dernières années, parce que les derniers attentats, c'était des individus isolés, mais qui étaient dans le premier groupe. Ces groupes armés peuvent se reconstituer avec un théâtre qui ne sera pas la Syrie, qui risque d'être la France et l'Europe. Votre livre s'appelle « Les militants du djihad, portrait d'une génération » chez Fayard, Hakim El Karoui. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.